Bonsoir à tous, bienvenue. On va corriger ce soir les exercices de RPC. On avait un premier problème qui était un passage entre CO et SwissGap RPC. On nous donnait le bilan et le compte de résultat selon le code des obligations. Et puis, on nous expliquait aussi qu'il y avait certaines réserves latentes, euh, la classique de 1/3 sur les stocks, également des valeurs pertinentes pour les immobilisations qui étaient évaluées différemment en RPC ou en CO, des provisions qui contenaient des réserves latentes à hauteur de 25K. On nous expliquait également qu'il y avait un impôt différé sur le bénéfice de 20% et un report de perte qui datait de 2020 et qui allait pouvoir être utilisé pour la première fois le 31 décembre 2023. Le premier problème nous donnait deux tableaux. Un premier tableau qui concernait uniquement des lignes de bilan et un deuxième tableau avec deux lignes de compte de résultat. Je vais descendre à la solution. Alors, pour la provision pour garantie, c'est un retraitement qui est bilantaire. On nous disait dans la donnée qu'on avait une réserve latente de 25 000. Donc, en partant du CO à, il me semble que c'est des cas, à 40K, on enlève les 25 qui sont la totalité de la réserve latente. On tombe donc sur des RPC pour 15. Ensuite, ces deux lignes-ci, c'était une question non pas de retraitement, mais de présentation selon les RPC. On avait une réserve légale issue du bénéfice qui n'est pas reconnue en RPC, donc on enlevait la totalité parce que les réserves légales issues de bénéfices tombent dans une autre rubrique qui s'appelle les réserves provenant de bénéfices et pertes cumulées. Et c'était la même chose pour les réserves issues du capital. Je vous mets ici le petit paragraphe qui va bien. C'est le paragraphe 7 de la SwissGap RPC 24. Donc, on avait ces deux retraitements. Ensuite, on voit ici les actions propres. Les actions propres, c'est la même chose que ce soit au niveau du code des obligations ou des SwissGap RPC, donc aucun retraitement. J'ai sauté volontairement les impôts différés. On reviendra à la fin, c'est ce qu'il faut faire en dernier. Pour le compte de résultat, l'idéal, c'est de faire un petit tableau parce qu'au compte de résultat, on va uniquement venir calculer les variations bilantaires qui affectent notre compte de résultat de l'année. On commence par rentrer les valeurs en CO 2022 et 2023 pour les trois rubriques bilantaires, stock, immobilisation corporelle et provision pour garantie. Ensuite, on rentre les valeurs sans les réserves latentes en SwissGap RPC. On obtient nos réserves latentes. Donc, par exemple, les 165, c'est tout simplement la différence 495 moins 330. La même chose pour 2023, 125, c'est la différence entre 375 et 250. Et ce qui va venir impacter notre compte de résultat, c'est donc la différence de réserve latente entre 2022 et 2023. On voit qu'entre 2022 et 2023, notre réserve latente, elle a diminué. Donc, on a eu une diminution de charge qu'on va venir neutraliser en RPC et passer l'écriture inverse avec une augmentation de charge. On passe de ce fait de 1300 plus 40, 1340. Ensuite, pour les immobilisations corporelles, on a
également une diminution de réserve latente. On part de 180, on arrive à 110. On a donc une diminution de 70 cas qu'on va venir neutraliser par une augmentation de charge, soit 55 selon CO, plus 70, une totalité de 125. Je reviens ensuite au calcul de mes impôts différés actifs et passifs. Comment les calcule-t-on? Pour les impôts différés actifs, eh bien, on nous expliquait dans la donnée qu'on avait cette perte reportée qu'on avait pouvoir utiliser pour la première fois en 2023. Il s'agit donc, on est, où est-ce qu'on est? Il s'agit donc impôt différé actif. Voilà, on est ici. Donc, il s'agit donc de la perte de 70 multipliée par l'impôt de 20% qui nous donne un impôt différé actif de 14 qu'on va venir retraiter ici. Impôt différé actif 0 en CO parce qu'il n'y en a pas, plus les 14 qu'on vient de calculer, un total RPC de 14. Pour les impôts différés passifs, on prenait la totalité de nos réserves latentes qu'on a calculées ici, 125 plus 110 plus 25, multiplié par toujours nos 20%, ça nous donnait un total de 52 d'impôts différés passifs. Donc, en partant du CO, 0 plus 52, un total de 52. Pour le problème B. Le problème B, il était question d'une filiale qui livrait à sa maison mère. Personnellement, j'ai fait un petit schéma que je vais vous montrer. On avait l'FSA qui vendait pour 2500 cas de marchandises à sa maison mère LTSA. Et LTSA revendait pour 2200 cas de stock à des tiers. La maison mère, elle avait un solde initial de stock de 100 cas, une augmentation de 300 cas. Les 300 cas, c'était la différence entre les 2500 et les 2200. Elle a reçu pour 2500 de stock, mais elle en a revendu 2200. Donc, il lui reste 300 cas d'augmentation de stock durant l'année, ce qui nous donnait un stock final de 400 cas. J'ai personnellement commencé par éliminer la vente, donc j'ai fait les choses à l'envers par rapport à la solution. On vient éliminer la vente, produit de marchandises à charge de marchandises pour la totalité des 2500 cas. Ensuite, on nous disait qu'il y avait une marge interne de 25 cas. J'ai donc neutralisé ces deux marges internes. La première, c'est la marge interne sur le solde initial de 100 cas. Donc 100 cas fois 25%, 25, et 300 cas fois 25%, 75 cas. Pourquoi la première passe par les réserves issues du bénéfice alors que la deuxième passe par les charges de marchandises? Parce que la marge qui est dans le solde initial, elle a déjà été comptabilisée au compte de résultat de l'année dernière qui se retrouve cette année dans nos réserves issues du bénéfice. Donc cette année, on a uniquement le retraitement de 75 cas qui vient impacter notre compte de résultat. C'est pour ça qu'on utilise le compte charge de marchandises. Ensuite, on devait également comptabiliser les impôts différés. On savait que ces impôts différés sont de 20%.
ce sont les dernières petites lignes. Ici, on a tout simplement fait 25 multiplié par 20%, 5, 75 par 20%, 15, impôt différé actif à réserve issue du bénéfice et impôt différé actif à charge fiscale. J'arrive au problème C. Le problème C traitait d'un bien immobilier. Il était question d'un prix d'achat d'un bien immobilier évalué à 10 millions et selon le CO, on avait des réserves latentes à hauteur d'1 million. En CO, il était amorti à un taux dégressif de 5%, alors qu'en Swiss GAAP RPC, on était sur un amortissement linéaire sur 40 ans. Le premier retraitement, c'est celui de la correction de valeur. On a une évaluation en Swiss GAAP RPC de 10 millions, ici, au 1er janvier 2025, moins les 2 années d'amortissement qu'on a déjà comptabilisées, 250 000 fois 2, ça nous donne une valeur au 1er janvier 2025 de 9 500 000. Ensuite, en code des obligations, on partait de 9 millions parce qu'il y a la réserve latente, donc 10 millions moins 1 million, 9. On a passé 2 années d'amortissement dégressif. Ça nous donnait au 1er janvier 2025 une valeur selon le CO à 8 522 500. Donc, notre premier écart d'évaluation était de 1 377 500 qu'on venait comptabiliser, correction de valeur des immeubles à réserve issue du bénéfice pour 1 377 500. Ensuite, étant donné qu'on se positionne au 31-12-2025, on a ce qu'on fait toujours au 31-12, des amortissements. Donc, pour passer du CO au RPC, on va venir retraiter la différence d'amortissement. En RPC, on va amortir 250 000, c'est-à-dire 10 millions divisé par 40. En CO, on est sur un amortissement dégressif. Au 1er janvier, on avait 8 122 500 multiplié par 5%, 406 125. La différence nous donnait donc 156 125 qu'on va venir comptabiliser, correction de valeur immeuble à amortissement. Amortissement linéaire. Sur un amortissement linéaire de 40 ans. Je vais descendre à la solution. Hop, où est-ce qu'elle est cette solution? Ici. OK. Alors, pour calculer l'écart de réévaluation, la première chose qu'on doit faire, c'est calculer la valeur de cet immeuble au 1er janvier 2025 en RPC. Donc, en RPC, on avait une valeur de 10 millions. Il a été amorti 2 fois parce que ça fait 2 ans qu'on l'avait, donc moins 500, 9 millions 5. En CO, attention à la réserve latente, 10 millions moins 1 million 9, 2 fois un amortissement dégressif, 8 122 500. On a donc ici notre premier écart de réévaluation qu'on passe par les réserves de bénéfices parce que c'était les années précédentes. Ensuite, on va calculer l'écart sur l'amortissement de l'année en cours. Donc, on est en 2025. Donc, une fois 10 millions divisé par 40, 250. Et ensuite, on continue sur l'amortissement dégressif en reprenant la valeur initiale, soit 5%. Et là, on va avoir l'ajustement de l'amortissement par les corrections de valeur des immeubles amortissement directement en charge au compte de résultat de l'année en cours.
Ça, c'était notre premier problème. On passe au deuxième problème. On avait ici un premier problème A sur les contrats long terme. Et puis, on nous posait la question de quelles sont les conditions pour le POCM. Donc là, question relativement théorique, facile à répondre. Ce sont des conditions qui sont cumulatives, c'est-à-dire qu'on doit répondre à chacune des conditions. On doit avoir donc une base contractuelle. L'entreprise doit avoir une forte probabilité d'arriver à l'achèvement du projet. On doit avoir une organisation appropriée et on doit pouvoir déterminer de façon fiable les revenus, les dépenses afin de pouvoir calculer le degré d'avancement. Ensuite, on nous demandait de passer les écritures pour 2021, 2022 et 2023. Il y avait un petit changement au niveau du coût total qui s'effectuait sur la deuxième année, en 2022. On passait de 68, il me semble que c'était des millions, à 71 millions. Et par contre, pour le calcul des revenus, ça restait linéaire sur toute la durée du projet. Donc personnellement, j'ai fait des petits tableaux que je vais partager avec vous. Ici, on a donc les années, le degré d'avancement cumulé, le coût total. On voit effectivement qu'on passe de 68 millions à 71. Donc, pour calculer les charges de fabrication, on fait 20% fois 68, 13,6 millions. Ensuite, la deuxième année, on est en cumulé 65% fois 71, 46,15. Ça veut dire que la charge de 2022, c'est la différence avec ce qu'on a comptabilisé déjà la première année, c'est-à-dire 46,15 moins 13,6, ça nous donne 32,55. Et ainsi de suite pour la troisième année. Pour le calcul des revenus, là, il n'y avait aucun retraitement. On était toujours sur une base de 84 millions. Donc, pareil, 20% fois 84, ça nous donnait 16,8. Ensuite, 65% de 84, 54,6. Donc, la différence de revenus juste pour 2022, 37,8, et etc. Jusqu'à 2023. Une fois qu'on avait ces chiffres, c'était finalement assez simple de passer les écritures. Pour les charges à liquidité, parce on doit bien payer nos fournisseurs pour 13,6 millions qu'on retrouve ici. Et pour nos revenus, les 16,8 qu'on retrouve ici, contrat en cours à revenus de contrat à long terme. La deuxième année, on avait le même type d'écriture, 32,55 pour les charges ici et 37,80 pour les revenus dans le tableau. La troisième année, on passait de nouveau l'incrément de sorte à pouvoir solder. En cumulé au niveau des charges, on arrivait à 71. Il nous manquait juste donc les 24,85. Et pour les revenus, il nous manquait les 29,40 pour arriver à nos 84. La petite chose qu'il fallait rajouter la dernière année, c'était l'encaissement du contrat, parce qu'évidemment, on a refacturé le client, donc ça nous permet de solder la position contrat en cours. Je passe au problème 3, goodwill. Donc là, il y avait plusieurs choses. On avait un total des capitaux propres de 7 950. On est en KCHF. On avait une provision pour assainissement
on nous expliquait que la provision pour assainissement était une réserve latente, donc non reconnue en RPC. On nous parlait également d'un ajustement sur les stocks et de un tiers, comme d'habitude. Le prix d'achat était de 20 000. Et à la première question, on nous demandait donc de recalculer le goodwill selon les Swiss GAAP RPC, en prenant en compte l'impôt différé. Alors, on va voir la solution. Comment calculer le goodwill sur les capitaux propres? Alors, on commence par les capitaux propres selon le CO, donc 7 950, c'était dans le bilan. Ensuite, on va effectuer tous les ajustements pour passer du CO au RPC. On avait la provision pour assainissement, donc qui est dans la donnée, on nous disait qu'elle n'était pas reconnue en RPC. Ensuite, on avait le retraitement lié au stock, toujours le fameux 1 tiers qui est non reconnu. Donc, si 5 000 correspond à 2 tiers, eh bien, 1 tiers, c'est 2500. On rajoute 2500. Et puis, on nous disait bien de prendre en compte les impôts différés. La totalité des retraitements est de 6 500, fois 17% d'impôts différés, ça nous donnait moins 1105. Donc, le retraitement pour passer au RPC était de 5 395. Ce qui nous donne notre actif net, 7 950 plus 5 395. Et pour calculer notre goodwill, on fait le prix d'achat moins l'actif net. Donc, les 20 000 du prix d'achat moins ce qu'on vient de calculer, ça nous donnait un goodwill de 6 655. Problème B. Problème B, on nous demandait les principes de présentation du goodwill, sachant que en RPC, on a deux possibilités. Soit on active le goodwill via les immobilisations incorporelles, soit on l'impute aux capitaux propres. Personnellement, je vous ai fait un petit tableau qui résume ceci avec les pros and cons. Alors, si on active le goodwill, oui, on l'inscrit au bilan. Il est amorti, un cas battant. Par contre, on ne peut pas intégrer tous les actifs incorporels. Si on l'impute aux capitaux propres, eh bien, il n'est pas inscrit au bilan vu qu'il est dans les capitaux propres. On ne peut pas amortir les capitaux propres. Et dans ce cas-là, oui, les actifs incorporels majeurs peuvent être activés. C'est une mini price purchase allocation. Problème C. Alors, problème C, on se référait à ce cas qui est donc, est-ce qu'on recommande plutôt l'activation du goodwill ou l'imputation aux capitaux propres? Ici, on est parti sur un goodwill accounting d'imputation des capitaux propres. Ça a l'avantage de ne pas avoir d'amortissement, donc on préserve notre compte de résultat. Et c'était l'argument principal donc pour partir sur ce mode de goodwill. Problème D. On était toujours sur le goodwill et on nous demandait, il fallait pas se faire avoir dans la donnée, quelle était la présentation en annexe.
Donc, on est sur un calcul théorique du goodwill et non pas véritablement ce qu'on a en comptabilité. Et ceci, c'était le paragraphe 41 des Swiss GAAP RPC, pardon, 43. Paragraphe 43 des Swiss GAAP RPC qui nous dit que on doit présenter en annexe la comptabilisation théorique qui, bien sûr, ne passe pas en comptabilité. C'est dans la RPC 30. Alors, comment on présente ce goodwill en annexe? On sait que l'achat a eu lieu en 2023. De ce fait, déjà 2022, en année comparative, vous savez que dans les états financiers, on doit toujours mettre l'année comparative à droite. Déjà en 2022, il ne se passe rien. On reprend les chiffres tels quels. Ensuite, en 2023, on avait donc les capitaux propres inscrits au bilan, 90 000. On sait que notre goodwill valait 5 000. Il me semble que c'est des KCHF, oui, exact. Ensuite, là où il fallait pas se faire avoir, c'est qu'on a acheté cette entreprise en milieu d'année. Donc, l'amortissement théorique est seulement pour 6 mois. D'où le fait qu'on ne soustrait pas 1000 K, mais tout simplement 500 K. Donc, on arrive sur une valeur théorique de 4500 K. De ce fait, nos capitaux propres théoriques présentés en annexe uniquement, je rappelle, et pas en comptabilité, sont de 94 500. En ce qui concerne l'impact sur le compte de résultat, on a un résultat annuel de 8000 K, moins les 500 qu'on vient de calculer d'amortissement. Ça nous donnait un résultat annuel théorique après amortissement de 7500. Sur le dernier problème, le problème E, on nous disait, si je comprends bien, si nous choisissions l'imputation du goodwill sur les capitaux propres, nous ne devons plus nous attendre à une charge de goodwill résultant d'une éventuelle cession ultérieure de la société actuellement acquise au niveau du groupe. Nous réduisons donc nettement le risque de perte sur la cession. Ici, on a deux paragraphes des RPC qui peuvent être intéressants. La RPC 30. Le plus pertinent me semble le paragraphe 69. Je vais vous coller ici. Le paragraphe 69 nous dit que il est nécessaire au moment de la cession de comptabiliser entièrement au résultat de la période le goodwill ou le goodwill négatif compensé par les fonds propres. Ça veut dire que effectivement, au moment de la cession, cela aura une influence négative au niveau du groupe et réduira la plus-value. Donc, l'information n'est pas correcte. Est-ce que j'ai traité, parce que ça fait qu'une demi-heure, est-ce que j'ai bien traité tous les exercices? J'ai la sensation que oui. Je remonte juste pour être sûre. Alors, personnellement, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une question sur LinkedIn et qui m'a demandé dans quel ordre j'aurais fait cet examen. Il y a 3 exercices. Le premier vaut 25 points. Il est relativement compliqué avec pas mal d'écriture comptable. Le deuxième problème est tout petit, vaut 10 points. Il doit être un peu plus bas. Voilà. Et le troisième problème, il vaut 25 points, mais je le trouve relativement simple parce que c'est principalement des questions théoriques. Donc moi, personnellement, j'aurais plutôt commencé par le problème 3. Ensuite, selon le temps qu'il me reste, je serais allée soit au problème 1 s'il me restait beaucoup de temps, soit au problème 2 s'il me restait peu de temps. Donc, globalement, je l'aurais plutôt fait en sens inverse, en remontant du problème 3, ensuite problème 2 s'il me reste peu de temps, et ensuite problème 1.